Bonjour à toutes et à tous, désolé de ce petit problème technique. Je remets mon écran voilà, en plein écran, donc j'espère que vous voyez bien les choses et que vous m'entendez parfaitement bien. Donc, je vous disais simplement en introduction qu'avant de rentrer dans le cœur du sujet d'aujourd'hui, qui est agilité et résilience, je vous ai préparé un petit slide sur un glossaire qui est composé d'acronymes qu'on rencontre fréquemment. Et si à l'issue de ces webinaires, vous cherchez à creuser des sujets supply chain, vous rencontrerez assez fréquemment ces acronymes. Par exemple, on avait vu ensemble lors du premier séminaire, on avait vu le premier webinaire, on avait vu la notion d'OTIF. Voilà. Alors, il y avait une question très intéressante qui était posée donc, la semaine dernière, qui était de se dire mais comment fonction supply chain management doit effectivement s'organiser. Donc, le premier, je vous ai préparé donc un slide à ce niveau-là, pour montrer que la fonction supply chain management, de mon point de vue, doit fondamentalement rapporter au patron de l'entreprise. Pourquoi? Pour une question de neutralité, pour une question d'indépendance. Parce que comme on l'a vu lors du deuxième webinaire, la fonction supply chain management va avoir des arbitrages à proposer à la direction générale. Or, si le supply chain management rapporte soit à la production, soit aux achats, soit aux ventes, eh bien, il y aura une forme de biais qui va s'installer. Vous savez, ce n'est pas très simple de rapporter hiérarchiquement finalement à une fonction industrielle, par exemple. Et la fonction industrielle va probablement chercher à baisser les coûts au maximum et pas forcément s'intéresser au stock. Donc finalement, on a une forme de biais dans les arbitrages. Par conséquent, c'est important que la supply chain soit indépendante par rapport à ces fonctions-là. Le deuxième sujet, c'est qu'est-ce qu'on met en termes de mission? Qu'est-ce qu'on met comme activité au sein de cette fonction de supply chain? Il y a fondamentalement 3 missions. La première mission essentielle, c'est la planification. Il y a 4 processus clés qu'on trouve dans le supply chain management. Le premier processus, on l'a introduit lors également du premier webinaire, c'est la planification de la demande. Le deuxième sujet, c'est le processus SNOP, qui sera donc le sujet du 5e webinaire. Le 4e sujet, c'est la gestion des stocks. Donc, c'est une fonction importante pour optimiser le niveau des stocks et avoir ce qu'on appelle un stock sain. Et enfin, le 4e processus, c'est tout le processus d'introduction des nouveaux produits et de sortie des produits obsolètes qui ne tournent plus et qui ne se vendent plus. Donc, c'est le processus qu'on appelle phase in pour introduction de nouveaux produits et phase out pour sortir les produits. Donc, ça, c'est vraiment le cœur du réacteur. Le cœur de la fonction supply chain management, c'est cette fonction supply chain planning, comme on l'avait vu d'ailleurs lors du premier webinaire, au sens de dire le supply chain management, c'est une fonction de pilotage finalement de mon organisation. La deuxième activité qu'on peut trouver au sein d'un département supply chain management, c'est la fonction logistique. Comme je l'ai expliqué lors du premier webinaire, la logistique, ce n'est pas le supply chain management, mais souvent, on trouve les opérations logistiques qui rapportent au processus supply chain management. Et donc, comme on l'avait vu, la logistique, c'est le stockage, le picking, l'emballage, l'expédition. Et enfin, la troisième mission qu'on peut trouver en termes d'organisation au sein d'un département supply chain management, c'est ce qu'on appelle le service client. Le vieux terme français qu'on utilisait, mais franchement que je ne recommande pas d'utiliser, c'est l'ADV. On parlait d'administration des ventes. Donc le terme administration des ventes, c'est un peu un terme old-fashioned, je dirais. Mais là, l'idée, c'est effectivement d'avoir un service client qui permette de faire des cotations par rapport aux clients, de gérer les commandes, de gérer les commandes en entrée, de valider les commandes, de tracer les commandes, de s'assurer que les commandes sont effectivement livrées en quantité et en temps aux clients, et puis éventuellement de gérer les réclamations des clients quand la commande a fait face à des problèmes. Voilà, donc c'était pour répondre à une question que j'ai trouvée intéressante lors du dernier webinaire, de dire comment cette fonction supply chain management trouve sa place au sein de l'organisation. Pour compléter, il y a quelques activités, je dirais, complémentaires que je peux qualifier d'activités support. Il y a la notion fondamentale du master data, c'est-à-dire en fait de la gestion des données à travers un référentiel de données. Le supply chain management s'appuie sur énormément de données et donc c'est important d'avoir des données de qualité et de pouvoir accéder à ces données. Une deuxième activité support, c'est tous les systèmes d'information. Ce sera le thème de la prochaine semaine où on parlera de digitalisation. Et par conséquent, la notion de compétences à avoir en matière de systèmes d'information et de technologie de l'information, c'est essentiel. Donc, ce sont des métiers qu'on peut trouver au sein du département Supply Chain Management. Le troisième activité, c'est ce qu'on appelle Supply Chain Analyst.
Supply chain analyst, ce sont des gens qui travaillent sur des analyses de coûts en particulier, de volume, qui vont travailler sur des questions de prévision des ventes et puis éventuellement travailler sur des projets. Et enfin, on peut avoir, dans des organisations relativement importantes en taille, on peut avoir des fonctions de type RH pour s'assurer, je dirais, de la bonne gestion des compétences de ces activités supply chain management. Voilà, donc j'espère avoir répondu à une question qui m'avait été posée la semaine dernière, que j'avais trouvé encore une fois intéressante. Alors, entrons maintenant dans le sujet de cette semaine. Ah oui, je vous ai mis aussi un petit slide en illustration, qui est un slide qui est de l'un de mes clients, qui est une très grosse entreprise au niveau mondial, mais là, je me suis focalisé sur l'activité, je dirais, européenne. Donc, vous avez le patron Europe, qui est ça ici, vous avez un patron opération et IT, et le patron supply chain Europe rapporte ce patron opération et IT. Donc, vous voyez que ce n'est pas exactement ce que j'ai recommandé, puisque le patron supply chain ne rapporte pas directement au président, mais il rapporte à un patron opération et IT. Bon, ce n'est pas l'état de l'art tel qu'en tout cas je le recommande, mais c'est la situation actuelle. Mais ce qui est intéressant sur ce slide, c'est qu'on voit les principaux métiers qu'on trouve en râteau, si je peux dire, sous la responsabilité de ce patron supply chain. On trouve un sujet qui est l'introduction des nouveaux produits, donc comment est-ce qu'on lance de manière parfaite un nouveau produit et comment est-ce qu'on gère le time to market. Donc le time to market, c'est le délai quand on veut mettre un nouveau produit sur le marché. Donc cette entreprise qui est assez innovante, elle considère que la supply chain a un rôle fondamental à jouer sur le fait que les nouveaux produits sont bien mis sur le marché au moment où on le souhaite. Il y a une activité essentielle, c'est très cohérent avec ce que je vous dis, qui est la partie planification de la demande. Donc, on trouve les aspects prévision, forecast. Il y a ensuite une activité des métiers concernant la planification de la production et des approvisionnements. Vous voyez, et là, on trouve en particulier la notion d'obsolescence et de stock non sain. Donc, on trace et on tacle, si je peux dire, ces produits qui ne sont pas sains en termes de rotation de produits. On a une activité ici qui est toute l'activité que moi j'ai appelée Customer Service, qui n'est pas très loin de cette notion-là, qui concerne en fait la planification des commandes et le fait qu'on va répondre aux commandes des clients. Et donc là, si vous voulez, c'est toute l'activité de gestion des commandes et d'allocation des commandes. Il y a l'activité logistique, donc c'est très cohérent avec ce que je vous ai dit, donc la notion de distribution center, donc les entrepôts, donc comment est-ce qu'on gère mes entrepôts, comment je gère mon transport. Et puis, j'ai une activité de développement au sens donc de projet. Quels sont les nouveaux projets que je vais développer, si vous voulez, les projets qui apparaissent ici. Et enfin, il y a une activité complémentaire qui concerne des comptes clés. Ce client-là, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de muter vos micros. Mutez vos micros, s'il vous plaît. Mutez vos micros, s'il vous plaît. Mutez vos micros. Sinon, ça va être compliqué. Donc, une activité complémentaire qui concerne la gestion des comptes clés, car ce client a de très gros clients et il peut y avoir des sujets collaboratifs spécifiques par rapport à la supply chain. Voilà. Donc, voilà les 7 activités, les 7 métiers, les 7 missions qu'on trouve dans cette organisation et qui sont ensuite organisées de manière matricielle par rapport aux pays, puisque l'Europe est faite de pays. Donc, dans les pays, je retrouve des activités qui sont à la croisée des chemins, si je peux dire, entre cette fonction supply chain et les fonctions supply chain au sein des pays. Voilà. J'espère que cette illustration vous illustre aussi de manière très concrète le type de métier. Donc, en fait, beaucoup de métiers, c'est clair. Quand vous êtes dans une entreprise comme Michelin, par exemple, vous avez 14 métiers différents, 14 métiers, donc 14 types de compétences qui sont identifiés au sein d'une organisation supply chain. Voilà, donc voilà une première petite introduction. Alors maintenant, rentrons dans l'agenda de la journée. Alors, 2 sujets, je voulais adresser ce matin 2 sujets, le sujet de l'agilité et le sujet de la résilience. Donc, comme d'habitude, j'aimerais qu'on passe un peu de temps sur qu'est-ce qu'on appelle une supply chain agile. Alors, vous savez, j'ai construit ce slide un jour, parce qu'un jour, un directeur général m'a dit, voilà Michel, j'aimerais que tu me conçoives une supply chain agile. Alors, je l'ai regardé et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire une supply chain agile? Alors, j'ai commencé à réfléchir et finalement, j'ai trouvé 9 définitions possibles de l'agilité. Donc, ça veut dire que le sujet n'est pas simple, c'est un sujet qui est multidimensionnel et il va falloir faire des choix.
La première dimension d'agilité pour moi, c'est ce que j'appelle la responsiveness, c'est-à-dire la réactivité. Donc, vous avez un client qui vous formule une demande, l'agilité, pouvoir répondre à cette demande dans des délais courts. Donc là, la notion de valeur qui est relative à cette agilité, c'est une valeur client. La deuxième notion d'agilité, c'est la notion de la réactivité par rapport à la fluctuation de la demande, par rapport à la volatilité de la demande. Déjà expliqué, la demande client fluctue, varie. Et par conséquent, l'agilité, ça peut être la capacité à répondre en fait à cette volatilité. C'est aussi une notion de client, parce que si jamais je ne suis pas au rendez-vous, je ne vais pas servir le client comme il le souhaite. Je risque de perdre ce client et donc de perdre en termes du chiffre d'affaires. La troisième notion, c'est en fait le lead time de livraison. L'agilité, ça pourrait consister à dire, il y a certains clients que je peux livrer en 1 heure, des clients que je vais livrer en 6 heures, en une journée, en une semaine, en un mois. Donc l'agilité, ça pourrait consister à dire que pour certains clients qui le veulent et qui peut-être d'ailleurs sont prêts à payer pour ça, avec une prime quelque part à la rapidité, eh bien, souhaiteraient avoir donc une livraison plus rapide. Quatrième notion d'agilité, c'est une notion qui est importante pour les entreprises en particulier innovantes, c'est l'agilité qui consiste à lancer régulièrement des nouveaux produits sur le marché. Les entreprises les plus innovantes font à peu près 25 à 30% chiffre d'affaires chaque année avec des nouveaux produits. Je ne sais pas si vous vous imaginez, tout le monde a en tête évidemment des entreprises comme Apple, mais vous avez des entreprises comme Saint-Gobain, Michelin, pour quelques entreprises que vous connaissez en termes de nom dans les phrases, qui font 30% chaque année de leur chiffre d'affaires avec des nouveaux produits. C'est un processus qu'on a appelé tout à l'heure le phase-in. C'est un processus relativement complexe. Et donc, l'agilité au niveau supply chain, c'est de s'assurer qu'on a des time to market. Et vous voyez, c'est pas la même chose que order to delivery. Order to delivery, c'est le délai de livraison d'un client à la commande. Le time to market, c'est un délai de mise à disposition sur le marché d'un nouveau produit. Et donc ça, c'est une dimension pour moi d'agilité importante parce que si vous n'êtes pas agile au niveau de votre supply chain, vous ratez en fait l'introduction d'un nouveau produit. Si Apple ne gère pas correctement finalement l'introduction de son nouveau iPad, de son nouveau iPhone, etc., vous allez rater des ventes. Et le marketing a dépensé beaucoup d'argent pour communiquer sur ce nouveau produit. Et si vous êtes en retard au niveau de la supply chain, eh bien, vous allez gâcher, si je peux dire, l'investissement que vous avez fait en termes de communication marketing. La cinquième dimension d'agilité, c'est la diversité, c'est la capacité à gérer la diversité. C'est un sujet que j'ai introduit dès le premier webinaire au niveau de ce qu'on appelait le portefeuille produit. Le portefeuille produit, c'est la gamme de produits que vous poussez vers le marché. Vous avez des entreprises qui peuvent avoir 100 références, 1000 références articles, 3000 références, des centaines de milliers de références articles qu'elles vont offrir vers le marché. Eh bien, il est évident que l'agilité peut consister à avoir une très grande flexibilité, en particulier au plan industriel et au plan de ma supply chain, pour servir cette diversité d'offres au niveau des clients. La sixième dimension, c'est la flexibilité en termes de volume. C'est un lien avec la fluctuation de la demande qu'on a vu tout à l'heure. Et là, l'idée en particulier, ça peut être la saisonnalité. Donc, comment est-ce que je gère ces phénomènes de saisonnalité ou de variation de volume? Et là, la valeur qui est mise en œuvre, ce n'est plus le client, c'est le pilier numéro 4 qu'on a vu ensemble dès le premier webinaire, qui est la notion d'utilisation des actifs. Comment est-ce que je vais gérer mes machines? Comment est-ce que mes plans de production vont effectivement être adaptés par rapport à des variations finalement de volume d'activité? La septième dimension d'agilité, c'est un élément que je trouve, et en ce moment par rapport, si vous voulez, à la crise Covid-19 qu'on est en train de vivre et à ce qui peut se passer dans l'avenir, c'est le sujet donc, du cinquième webinaire qu'on aura ensemble. L'agilité, pour moi, c'est la capacité à prendre des décisions extrêmement rapides. Des décisions extrêmement rapides comme par exemple, quels sont les clients prioritaires que je vais servir en premier? C'est une notion d'arbitrage. C'est une notion de trade-off qu'on a vu ensemble dans le webinaire numéro 2. Quels sont les actifs que je vais utiliser?
Si vous avez 2 ou 3 usines différentes, la question qui va se poser, c'est est-ce que je fabrique ce produit dans cette usine ou dans cette usine? Parce que les conséquences peuvent être importantes en termes de coût de transport, par exemple. Et c'est pour ça que la troisième dimension, c'est effectivement le coût complet de ma supply chain. Donc, cette notion d'agilité me paraît extrêmement importante dans le processus SNOP qu'on verra ensemble. Et c'est pour ça que j'avais proposé à ABS, et je suis ravi qu'ABS ait accepté de mettre à l'ordre du jour de ces webinars, un webinar spécifique sur le SNOP, Sales and Operations Planning, pour permettre effectivement de prendre des décisions dans un temps qui est un temps court. Donc, je reviendrai là-dessus. C'est vraiment une notion d'agilité opérationnelle et pas seulement d'agilité tactique. La 8e agilité, on la voit en ce moment, elle est évidente, c'est la capacité à pouvoir concevoir et mettre en place des solutions supply chain très vite. Quand vous avez effectivement ce phénomène de Covid-19 qui arrive, vous devez à ce moment-là trouver des solutions, si vous voulez, si je pense par exemple bien évidemment aux supply chain médicales concernant les patients dans les hôpitaux, les cliniques. Vous allez devoir en termes de médicaments, les respirateurs, enfin, les masques, enfin, tout ce dont on parle au niveau mondial en ce moment, il faut concevoir des supply chains dans un temps court, très vite. Il faut les déployer, c'est ce que je veux dire par le roll out, et il faut pouvoir, au moment venu, les éliminer, c'est-à-dire revenir en arrière. Donc, il y a cette notion, si vous voulez, de ramp up très vite, de plateau, donc capacité à pouvoir les mettre en de manière rapide, et après, si vous voulez, ramp down, parce que quand la crise sera terminée, il faudra revenir à une situation normale, et les supply chains, entre guillemets, de crise ne sont pas les mêmes supply chains qu'on a, entre guillemets, en temps de paix, si je peux utiliser ce terme. Et cette notion de nouveau modèle supply chain à mettre en œuvre rapide a un impact sur le service, donc sur les clients, a un impact sur l'offre, a un impact sur le supply chain coût, le coût de ma supply chain, et sur la manière d'utiliser mes actifs. Voilà. Les actifs, par exemple, bien sûr, ce sont aussi les moyens de transport. Donc, ce sont les avions cargo en ce moment, ce sont les bateaux et containers, ce genre de choses. Donc, pour moi, c'est une 8e et importante dimension de l'agilité. La 9e dimension d'agilité, c'est une notion sur laquelle je reviendrai peut-être un peu plus tard, c'est la notion de, pour travailler dans une industrie, en règle générale, on n'a pas un seul modèle supply chain. C'est-à-dire je vais vous donner un exemple très simple. Dans beaucoup d'entreprises, on a des offres de produits où certains produits sont des produits qu'on va qualifier entre guillemets de premium, donc des produits sur lesquels le prix est relativement élevé et sur lesquels je peux avoir des supply chains qu'on va appeler, si vous voulez, donc des supply chains premium, où j'offre des services avec un niveau relativement élevé et avec une willingness to pay. C'est un concept qu'on a vu la semaine dernière dans le webinaire concernant le fair value, avec une willingness to pay des clients relativement élevés. Et puis en même temps, je peux avoir dans mon portefeuille produit des produits que je vais qualifier de commodités. Donc des produits très basiques et sur lesquels les clients, en fait, ce qu'ils veulent, c'est le produit au prix le meilleur. Eh bien, on peut imaginer que dans la même entreprise, parce que j'ai cette segmentation en termes de produits, c'est même ce qu'on peut appeler une segmentation stratégique. Hein, j'ai un segment stratégique premium et j'ai un segment stratégique de commodité. Eh bien, on peut imaginer que les modèles supply chain ne sont pas les mêmes. Voilà. Et par conséquent, l'agilité, c'est la capacité à pouvoir gérer 2 modèles supply chain, et nous avons défini ensemble dans le webinaire numéro 1 ce qu'on appelle un modèle supply chain. Donc, d'avoir un modèle supply chain dédié aux produits premium et un modèle supply chain dédié aux produits de commodité. Et donc, l'agilité, c'est la capacité à pouvoir gérer 2 modèles en parallèle. Je précise que le mot concurrent en anglais, attention, c'est un faux ami, ça ne veut pas dire concurrent, ça veut dire en même temps. Hein, ça veut dire, je cherche le terme en français, quand on a des mots anglais, ce n'est pas souvent simple de trouver les mots français. Donc, concurrent, ça veut dire concomitant. Voilà, concomitant. Ça veut dire qu'il faut être capable de gérer en parallèle 2 modèles. Voilà, c'est ça la notion qui est ici. Donc, voilà
9 dimensions possibles en termes de définition de l'agilité. Si vous en trouvez d'autres, je serais très intéressé parce que vous par m'envoyer effectivement vos idées par rapport à ça. C'est évolutif. L'agilité est donc une notion relativement multidimensionnelle. Alors, si on croise ça avec le modèle des 5 piliers que vous connaissez bien maintenant, parce que je l'ai introduit au webinaire numéro 1, j'en ai reparlé au webinaire numéro 2 quand j'ai parlé du trade-off, et puis je vous en reparle au webinaire numéro 3, et puis ne vous inquiétez pas, hein, je vais vous en parler au 4 et au 5, parce qu'une supply chain, par définition, ça doit créer de la valeur, ça doit générer de la valeur. Et bien l'agilité, on s'aperçoit que ça concerne 3 piliers fondamentaux. L'agilité, c'est s'intéresser essentiellement à satisfaire les clients, baisser les coûts de ma supply chain au niveau général. Il y a un point d'attention sur les coûts parce que l'agilité peut coûter cher. Et donc, il faut faire attention jusqu'à quel niveau d'agilité je vais aller parce qu'il y a un impact économique qui n'est pas négligeable. Et l'agilité a aussi un impact très fort sur la manière dont je vais utiliser mes actifs. Et là aussi, la flexibilité qui est une réponse à l'agilité, la flexibilité industrielle qui est une réponse à l'agilité, a un coût. Et on sait très très bien qu'un patron d'usine, son rêve, c'est de fabriquer, si vous vous souvenez, la semaine dernière, le modèle bleu qui était le modèle des batchs de production de taille importante, avec une fréquence faible. Eh bien, le rêve d'un patron d'usine, c'est d'avoir des campagnes de production. Donc, de pouvoir fabriquer dans son usine pendant plusieurs jours, voire une semaine complète, le même produit, qui est tout à fait le contraire de l'agilité. Donc, on est bien dans une notion d'arbitrage, une notion de trade-off, et cette notion d'agilité, par définition, a un coût, a un impact économique, évidemment, sur la manière dont je vais gérer mes actifs, par exemple, au niveau de mes usines ou au niveau de ma logistique. Voilà. Donc, on a trois parties, si vous voulez, qui me paraissent intéressantes, 3 axes de création de valeur qui sont en fait qui sont impactés par la notion d'agilité sur laquelle il faut faire attention. Et bien évidemment, c'est une question de trade-off, comme on l'a vu ensemble la semaine dernière. Alors, la notion de résilience, comment je l'introduis je vais l'introduire en fait à travers, si vous voulez, ce que je vais appeler pour moi le principe clé de ce que je vais considérer une supply chain de nouvelle génération. La nouvelle génération supply chain, c'est un peu ce qu'on pourrait imaginer, si vous voulez, après la crise du Covid-19. Je suis intimement convaincu, et j'avais insisté là-dessus lors de mon webinaire numéro 1, j'avais dit la mission essentielle du supply chain management, c'est de connecter les acteurs. Et là, je voudrais mettre l'accent sur la connexion de deux éléments. Je pense que historiquement, les supply chains sont encore trop fragmentés. Et je pense qu'un des principes qu'on devrait avoir à l'avenir, c'est de faire tout ce qu'on peut faire pour connecter la demande à l'approvisionnement, de connecter la demande à l'offre. Aujourd'hui, on a encore trop de supply chains qui sont fragmentés, où j'ai encore des silos au sein des organisations. Et le second sujet qui me paraît absolument majeur, et j'y reviendrai donc lors du webinaire numéro 5, c'est qu'on a trop, si vous voulez, fragmenté, on a trop siloté la planification tactique de la planification opérationnelle. En général, j'y reviendrai plus tard, mais le tactique, c'est 18 mois et l'opérationnel, en général, c'est de 1 à 3 mois. Eh bien, je pense que, si vous voulez, il y a un besoin essentiel pour la partie tactique et la partie opérationnelle. Donc, ce sont 2 principes qui me paraissent essentiels. Alors, quelles sont les actions que je recommande à l'avenir de mettre en place? La première action que je propose de mettre en place, c'est de concevoir des offres équitables pour les clients. Vous vous souvenez, la semaine dernière, j'ai introduit ce deuxième paradigme du supply chain management qui est la notion de fair value. Je pense sincèrement qu'après la crise du Covid-19, on va revenir à des basiques au niveau des besoins clients. Les clients vont avoir besoin qu'on réponde à leurs demandes, mais de manière, si vous voulez, sans excéder en quelque sorte leur willingness to pay. Et donc, ce que je crois essentiel, c'est un rapprochement très fort entre le marketing et les ventes avec le supply chain management.
Je pense qu'il va falloir véritablement maintenant s'asseoir, les équipes marketing, les équipes commerciales et les équipes supply chain management avec la production pour se dire quelles sont les offres en termes de produits et de services qui réellement vont faire sens pour les clients. Donc, si vous voulez, c'est vraiment la systématisation de la fair value que j'ai introduite la semaine dernière pour s'assurer qu'effectivement, on connecte la demande à l'offre. Je considère qu'aujourd'hui, on n'y est pas du tout. On n'y est pas, en tout cas, suffisamment. Le deuxième axe que je considère comme très important pour l'avenir, et ça vous ouvre l'esprit sur des métiers futurs, sur des missions futures de supply chain management, c'est la capacité à pouvoir développer des simulateurs. Il va falloir être capable de simuler des scénarios de modèles supply chain. On parle beaucoup aujourd'hui, vous l'entendez partout, on parle beaucoup de est-ce qu'il faut garder des fournisseurs en Chine, en Inde, bref, je parle d'Européens, est-ce qu'il faut garder, et là on sait très bien que le Maroc par rapport à l'Europe a une position géographique extraordinaire parce que le Maroc est très proche de l'Europe. Donc, il va falloir faire tourner des simulateurs pour se dire, mais quel est mon footprint? Quel est le réseau de fournisseurs et d'usines qui va me permettre de gérer au mieux mon approvisionnement et d'avoir des supply chains résilientes? Les routes to market. La route to market, c'est le flux physique. Cette notion de flux entre une source de production et mon client final. Il va y avoir un sujet aussi, je pense, sur l'automatisation. Le sujet était déjà parti avant la crise avec les investissements 4.0. Je pourrais y revenir si ça vous intéresse, la notion de solution 4.0 avec des robots, des cobots, etc. Donc, c'est clair que face à des crises comme celle-là, on va se reposer la question et on va peut-être mettre un coup de booster sur ce qui peut être automatisable. Mais tout ça ne pourra se faire que si on a des bases économiques et financières. C'est pour ça que j'ai mis tester en volume et en euros, si on a des bases effectivement qui permettent de modéliser en volume et financièrement des modèles supply chain pour pouvoir prendre des décisions. Et ces décisions-là sont de nature stratégique. Le deuxième sujet de la simulation, c'est le fameux SNEP dont je parlerai encore une fois dans le webinaire numéro 5. C'est la capacité à pouvoir réconcilier offre et demande et de pouvoir prendre des arbitrages et des décisions face à des événements. Donc, pour moi, le deuxième axe d'investissement, si vous voulez, qui me semble très important, c'est cette notion de simulation. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a des capacités, je pense, aujourd'hui algorithmiques, calculatoires, et y compris des notions de machine learning, d'intelligence artificielle, qui peuvent nous aider à progresser sur cette notion de simulation. Voilà. Le troisième élément, et c'est un des sujets que je vais traiter la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, le sujet, c'est la digitalisation des supply chains. Je pense qu'il faut investir dans la continuité digitale. La continuité digitale, ça veut dire quoi? J'y reviendrai la semaine prochaine, mais fondamentalement, une supply chain, c'est fait d'interfaces. On l'a vu la fois. C'était mon premier slide au webinaire numéro 1. Mon premier slide au webinaire numéro 1, c'est un schéma qui vous montrait une supply chain et on voyait des acteurs fragmentés. Donc, le point essentiel, c'est qu'il faut que je connecte ces acteurs. Et ça peut se faire à travers des outils de continuité digitale. Voilà. Donc, cette continuité digitale, elle me permet d'avoir de la visibilité. Le mot est essentiel. Aujourd'hui, dans la crise qu'on est en train de vivre, vous avez énormément de problématiques où je manque d'informations sur où en est mon conteneur, où est mon conteneur, où sont mes fameux masques, qu'est-ce qui se passe, quelle est la visibilité, quelle est la transparence qu'on a. Bon. Mais en temps normal, quand on sera sorti de la crise, cette notion de visibilité sur le sell-out, c'est-à-dire ce qu'on vend aux clients en temps réel, sur le source-in, c'est-à-dire ce qu'on approvisionne de la part des fournisseurs, je puisse tracer ces approvisionnements qui viennent de mes fournisseurs, la visibilité sur les niveaux de stock. Car aujourd'hui, dans beaucoup de supply chains, les stocks sont fragmentés et personne n'est capable, à un instant T, de pouvoir dire c'est ça le niveau de stock que j'ai dans ma supply chain. Et on est bien d'accord, je parle de supply chain étendue.
C'est-à-dire ma supply chain dans mon entreprise et puis ma supply chain en amont avec mes fournisseurs et en aval avec mes clients. Voilà. Donc, cette notion de continuité digitale est importante. Et enfin, le dernier point, c'est la capacité à pouvoir intégrer, et j'y reviendrai la semaine prochaine, ce sera un point important pour la semaine prochaine, c'est que je suis très convaincu, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui, je peux vous le dire, dans quasiment 95% des entreprises, c'est la capacité à intégrer la planification tactique et la planification opérationnelle de ma supply chain. Aujourd'hui, on a des processus S&OP qui, dans certains cas, sont bien développés. C'est vraiment ce qu'on appelle un processus tactique. Et on a des processus de planification opérationnelle par ailleurs. Et le lien ne se fait pas de manière extrêmement forte. Donc, je pense qu'un des axes majeurs pour développer de la résilience et développer de l'agilité, c'est effectivement d'intégrer la planification tactique opérationnelle. Mon dernier slide pour aujourd'hui, et ensuite je regarde les questions qui sont arrivées par WhatsApp grâce à Rita. Finalement, je pense, si vous voulez, que vous avez ici un ensemble d'actions. Donc, je vais y passer très rapidement. Vous aurez la copie des slides, bien évidemment. Donc, j'ai des sujets en termes de conception stratégique. Donc, la notion de clarification de ma feuille de route, la notion de modèle supply chain segmenté, j'en ai parlé aujourd'hui, la capacité à faire des what if supply chain scénarios, donc à tester des scénarios alternatifs de modèle supply chain, et en prenant en compte les réglementations, c'est important, et l'aspect fiscal, et puis financiariser ma supply chain et en utilisant ce qu'on appelle le total cost ownership, donc le coût total. Voilà. Et je pense que là-dessus, ce qui va vous permettre de le faire, c'est d'éduquer l'équipe de direction, de développer des modèles et des simulateurs, comme on l'a vu en matière de scénario, et puis d'avoir des règles d'arbitrage, de priorisation sur la valeur. Au plan tactique et opérationnel, on vient de le voir, donc je passe très rapidement, c'est renforcer le S&OP, renforcer les what-if scénarios, c'est avoir, j'en parlerai la semaine prochaine, une gouvernance claire. J'en parlerai la semaine prochaine parce que les arbitrages ne peuvent pas se faire sans une gouvernance claire. À nouveau, des modélisateurs et des simulateurs, la notion de RP est tout à fait essentielle, et puis d'avoir aussi les bénéfices apportés par le machine learning et la capacité à progresser en apprenant, je dirais, semaine après semaine. Et enfin, le troisième niveau d'intervention pour le futur, pour avoir des supply chains agiles et résilientes, c'est l'excellence de l'exécution. Et là, je l'ai dit, donc je le redis, c'est la notion de visibilité et de transparence sur votre flux end-to-end. Donc, être capable de capturer ces informations et de faire des stress tests, des tests de stress sur vos principales capabilités au niveau des fournisseurs, de vos usines, de vos transporteurs et de vos systèmes d'information. Voilà. Donc c'est un ensemble d'actions. Il faudra bien sûr faire des priorités parce que déjà là-dessus, il y a pas mal de choix. Il faudra être sélectif parce que le cash sera limité. Conclusion, une supply chain agile et résiliente, eh bien, c'est une supply chain. On avait vu tout à l'heure que l'agilité travaillait essentiellement sur clients, coûts et assets. Quand vous allez chercher de la résilience, eh bien, vous allez chercher à bâtir des stocks pour vous sécuriser. Et puis la résilience, bien sûr, c'est travailler sur les personnes, la planète et le profit long terme. Donc finalement, je considère qu'une entreprise qui souhaiterait mettre en place une supply chain agile et résiliente n'aura pas le choix et devra travailler sur les 5 piliers de création de valeur qu'on a vu ensemble dès le webinaire numéro 1. Voilà, donc j'espère que ça vous a ouvert l'esprit sur approfondir des éléments qu'on avait déjà vus. Vous voyez qu'il y a bien une colonne vertébrale entre les différents webinaires qu'on passe ensemble. Et puis, de ce modèle des 5 valeurs que j'ai introduit et qui, bien sûr, est très important. Très important. Voilà. Alors, je vais regarder les questions et puis j'en ai reçu un certain nombre, dont je vais en sélectionner par rapport au temps qui nous est imparti. Alors, une question qui est: quelle est selon vous l'entreprise modèle en termes d'agilité de supply chain? Ah, c'est une question intéressante. Je pense que les entreprises qui sont les plus agiles sont les entreprises qui sont les plus innovantes en matière de lancement de nouveaux produits et de services. Parce que quand, encore une fois, vous avez un tiers de votre chiffre d'affaires qui est basé sur l'introduction des nouveaux produits, eh bien, vous n'avez pas le choix
il faut sortir les produits en fin de vie, il faut gérer les périodes de tuilage, on appelle ça les périodes de chevauchement entre les anciens produits et les nouveaux produits. Donc, ancienne génération, nouvelle génération, c'est comme dans les voitures. Vous prenez la Golf chez Volkswagen, vous avez la génération 7, la génération 8. Donc, quand vous allez passer de la 7 à la 8, eh bien, il va falloir gérer avec agilité finalement et la sortie des anciennes références et la montée en puissance de la nouvelle référence. Voilà. Donc ça, si vous voulez, ça nécessite de mobiliser énormément finalement de leviers au sein des organisations. Donc, c'est effectivement, je pense, les entreprises qui ont des forts potentiels d'innovation produit qui probablement ont été agiles. Je pense à une deuxième catégorie d'entreprises dans le monde des FMCG. Donc, FMCG, c'est Fast Moving Consumer Goods. Donc, ce sont les grandes entreprises, par exemple, du food, comme Nestlé, Danone ou d'autres. Je pense que ces entreprises-là aussi ont fait face à pas mal d'agilité. D'abord parce qu'elles sont aussi innovantes, elles lancent régulièrement des nouveaux produits, mais aussi parce qu'une part importante de leur business est faite avec des promotions. Quand vous prenez une entreprise comme L'Oréal dans le domaine de la cosmétique, des shampoings, etc., dans le domaine, je dirais, du mass retail, donc des ventes dans la grande distribution alimentaire, on n'est pas loin de deux tiers des volumes qui sont vendus en promotion. Quand vous avez deux tiers des volumes qui sont vendus en promotion, vous avez des phénomènes, si vous voulez, de coup de bélier, en quelque sorte. C'est-à-dire que quand vous allez faire des promotions de co-packing ou des promotions sur les prix, en disant, vous avez 2 shampoings pour le prix d'un ou 3 shampoings pour le prix de 2, ou vous avez 20 millilitres de shampoing en plus, un produit girafe, etc. Vous connaissez ça très bien. Eh bien, vous devez faire preuve d'agilité. Voilà, parce que vous créez de nouvelles références articles. Vous avez un phénomène de boost, c'est ce qu'on espère en tout cas grâce à une promotion. Et donc, si vous voulez, les entreprises de type FMCG, donc mass retail, à mon avis aussi, sont historiquement des entreprises qui ont développé beaucoup d'agilité. Voilà, je retiendrai deux notions, la notion d'innovation et la notion de produit grand public. Alors, une autre question intéressante, existe-t-il des logiciels reconnus qui permettent la planification du supply chain management et simuler les différents scénarios possibles? Très bonne question. C'est une question que je vais traiter la semaine prochaine et la semaine d'après. Parce que quand je vais parler de digitalisation, je vais évidemment parler de logiciels, je vais parler de systèmes d'information. Et quand je vais parler du SNOP, qui est le sujet qui est pas la question, c'est-à-dire que est-ce que j'ai des logiciels qui me permettent de faire des simulations, je vais aussi en parler. Donc, je vais parler de ces deux sujets. Donc, ça vous stimule, n'est-ce pas, pour assister à mes deux prochains webinaires. Mais le seul commentaire que je ferai, et c'est pour ça que je vais en parler, c'est que si vous voulez, le sujet des logiciels dans le supply chain management, c'est exactement l'arbre de Noël. C'est-à-dire que vous avez un foisonnement de solutions dans tous les sens. Et franchement, pour essayer de faire les bons choix, ce n'est pas très simple. Donc, je ferai l'effort maximum la semaine prochaine pour vous aider à trouver des clés vous permettant effectivement de faire les bons choix. Mais c'est un très bon, et je vous donnerai bien sûr des exemples. La personne me demande si je peux apporter des exemples. Oui, bien sûr. Dernière question à laquelle je vais répondre, et puis les autres, je vais y répondre par email. Comment prendre en compte l'incertitude et le non-déterminisme dans la planification de la demande? Alors, j'ai expliqué lors du premier webinaire, parce que la question m'a été posée, j'ai expliqué que la demande s'analysait à travers 3 composantes. Vous vous en souvenez, j'imagine. Je pourrais faire un petit quiz d'ailleurs. J'aurais pu faire un sondage. Je pense que la prochaine fois, tiens, je ferai un petit sondage si on a Zoom ou sur Teams. Je ferai un petit sondage, comme ça je testerai un peu vos connaissances et ce que vous avez appris pendant ces webinaires. Donc, les 3 composantes de la demande, c'est la tendance, la saisonnalité et la volatilité. Alors, la réponse elle est la suivante. Quand on est sur un modèle gaussien, et je vous montrerai des courbes la fois prochaine, je ferai une petite intro là-dessus la fois prochaine avec des petits schémas, des petits schémas sympathiques et puis simples pour comprendre. Quand on est sur un produit qui a un comportement gaussien, alors on s'en sort en gérant l'incertitude par un écart type
et ensuite par un stock de sécurité. Donc, on a des réponses par rapport à ça. Mais comme je l'ai déjà dit, je crois, lors du premier webinaire, finalement, il n'y a peut-être que 20% de l'ensemble de mes produits qui ont un comportement gaussien. Et j'expliquerai ce que c'est qu'un comportement gaussien. Mais dans 80% des cas, ce n'est pas le cas. Alors, j'apporterai des réponses par rapport à ça. Une des réponses, c'est le point de découplage. C'est en fait de couper ma supply chain en deux, avec une partie amont en faisant du make to stock et une partie aval en faisant du make to order. Donc, j'expliquerai ça la fois prochaine de manière un peu plus précise. Et puis ensuite, c'est de travailler sur une réactualisation en fait de ma demande prévisionnelle, non pas à horizon tactique, mais à horizon opérationnel, et de faire ce qu'on appelle aujourd'hui du demand sensing. Et donc, faire du demand sensing, c'est en fait tracer la demande en temps réel et réactualiser, rafraîchir à partir de données capturées. C'est pour ça que j'ai insisté aujourd'hui sur la notion de visibilité et de transparence. Quand j'étais sur la partie exécution opérationnelle, l'excellence de l'exécution. Être capable d'aller chercher de l'information, je dirais, en temps réel pour pouvoir rafraîchir effectivement les forecasts que j'ai pu faire au niveau tactique. Voilà. On appelle ça aujourd'hui la notion de demand sensing. Je vous préparerai un petit slide la semaine prochaine là-dessus pour vous expliquer comment la partie planification de la demande tactique peut se coupler à une notion de planification de la demande opérationnelle, donc le demand planning connecté au demand sensing. Voilà. Donc ça, c'est probablement un avenir important et on commence à avoir des solutions logicielles qui apparaissent sur le marché. C'est très, très, très récent. Voilà. Donc, et sinon, malheureusement, quand on n'est pas gaussien, on n'a pas trop de solutions. On peut passer par du gamma, des lois mathématiques autres, Poisson gamma, etc. Mais sincèrement, les résultats ne sont pas forcément extrêmement positifs. Voilà, j'ai répondu à 3 questions, il y en avait plein d'autres. Je vous remercie beaucoup de l'intérêt que vous portez à ces webinaires et aux questions que vous avez posées. Je préparais, comme aujourd'hui, une petite introduction pour répondre aux questions auxquelles je n'ai pas pu répondre aujourd'hui et apporter quelques éléments complémentaires. Et puis la semaine prochaine, même jour, même heure, eh bien, on parlera de la digitalisation de la supply chain. Les supply chains, c'est un des sujets sur lesquels la digitalisation se développe de manière extrêmement importante. Merci à vous toutes et à tous. Passez un très bon week-end et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir.